Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Éric Vérague. Bonjour Éric. Bonjour Valérie. Entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. C'est un plaisir partagé, cher Éric. Xavier Iacovelli, bonjour, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, secrétaire général de Territoire de Progrès. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous êtes le coordinateur de ce livre Dessine-moi un pangolin, paru au Diable Vauvert, et c'est le pangolin. Il y a un an, on en parlait beaucoup. Il fallait réhabiliter, nous l'avons réhabilité. Voilà, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et on vous retrouve tous les mercredis matins pour l'édito politique dans la matinale de Sud Radio. Bonjour. Un an après le premier confinement, retour à la case départ. Quel bilan? Va-t-on reconfiner? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est un peu ce qu'a dit hier Jean Castex. Et puis, on va revenir sur cette information également, c'est le Figaro qui nous l'a donné hier. Louis XIV va devenir Louis XIV, mais on va supprimer les chiffres romains parce que certains ne le comprennent pas. Est-ce que vous comprenez cette décision? Et puis la prime Macron, on n'a pas eu l'occasion d'en parler hier. Une prime qui n'est pas la prime Macron ni la prime du gouvernement, qui est une prime que le gouvernement recommande aux entreprises de donner à leurs salariés. J'entendais un humoriste ce matin dire bah ouais, puis même une Ferrari pourrait leur donner à leurs salariés, ce serait bien. Donc voilà, tous ces sujets avec vous. On parle, on commence notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Alexis Poulain, on va commencer avec vous. Alors moi, c'est un coup de gueule général sur la communication politique. Ouais. J'en peux plus en fait. Là, je crois que j'ai atteint l'overdose totale. Le fait est qu'entre McFly et Carlito pour le président de la République, Olivier Véran qui hier disait à François Ruffin de se taire quand il parlait de mettre le vaccin en bien public en disant qu'on n'était pas sur YouTube, le président va y être sur YouTube, donc voilà, ça la fout un peu mal. Et Jean Castex hier sur BFM qui parlait pour ne rien dire. J'en ai vraiment marre des politiques qui parlent pour ne rien dire, surtout par les temps qui courent où on a besoin d'une parole sage, avisée et utile. Là, on n'a que de la petite phrase, on n'a que de la parole inutile, on n'a que et alors 2022 et alors machin, et ça rajoute en fait de la souffrance déjà à un moment qui est cruel. Donc moi, j'en ai ma claque de la com politique. On va évidemment en reparler parce qu'effectivement hier, je crois que ça a été un sommet. Je suis absolument d'accord avec Alexis, d'autant plus qu'au-delà des excès de communication pour cacher les failles de l'État dans la gestion de la crise du Covid, il y a aussi ces annonces qui font fait de communication où Emmanuel Macron, quand il s'engage à dire tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés à la fin de l'été, quand le porte-parole du gouvernement nous explique qu'on aura un retour à la normale à mi-avril, tout ça c'est des phrases de trop, c'est-à-dire que personne ne sait rien, donc cessons effectivement cette communication inutile et surtout dévastatrice parce que plus personne ne croit plus en personne. J'aurais pas dû commencer par vous parce que ça va être notre sujet après. On garde des cartouches. Évidemment, vous réagirez tout à l'heure, Xavier Iacovelli. J'aurais dû commencer effectivement. Xavier, on va faire votre coup de gueule. On va passer à votre coup de cœur, pardon. Coup de cœur. Voilà. Oui, j'ai lu coup de gueule. Je dois être énervé tout le temps. C'est un coup de cœur et notamment sur le classement du Parisien sur les lycées. Ouais. Les lycées qui font des miracles, c'est un peu le titre de l'article, et notamment en fait un classement qui change par rapport aux autres années puisqu'il met en avant les lycées qui accompagnent les décrocheurs, qui leur permettent de s'en sortir. Et donc, on voit qu'un certain nombre de lycées qui sont dans des quartiers plus difficiles sont mis en avant. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça met en avant aussi les personnels enseignants qui, au quotidien, essaient de sortir de la galère un certain nombre de jeunes. Et donc, je trouve que les sortir et les tirer vers le haut, c'est plutôt positif. Et donc, moi, je voulais mettre en avant aujourd'hui ce classement et ces profs qui font le taf. Oui, c'est dans tous les quotidiens ce matin. Et effectivement, en général, c'était Henri IV qui arrivait en premier. Enfin, Henri bâton V, comme on dit. Donc oui, c'est un coup de cœur, vous avez raison, salutaire. Éric Vérague. Moi, c'est un coup de gueule, exceptionnellement. Ouais. Puisqu'une étude de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, étude salutaire, a repris tous les JT de 2020 et a mesuré l'intensité, la densité de la question du coronavirus et d'Olivier Véran d'ailleurs dans ces journaux télévisés. Et on s'aperçoit que les journaux télévisés ont consacré 50% de leur temps, en gros,
à la question du Covid tout au long de l'année 2020. Et ça pose quand même une vraie question, parce que j'entends souvent, j'entendais ce que disait Alexis sur la communication politique, et j'entends souvent vos invités, Valérie, déplorer la haine sur les réseaux sociaux. Ben, je pense qu'il faudrait aussi qu'on aborde la question de la dimension anxiogène de l'actualité telle qu'elle est diffusée par les journaux télévisés, parce que ça pose quand même un vrai problème. Nous avons transformé la France en un grand sujet hypocondriaque en 2020, et l'information télévisée y a quand même contribué pour beaucoup. On approche quand même des 100 000 morts, Éric Vérac, donc anxiogène, je veux bien, mais il y a une réalité qui est là, non ? Non, mais attendez, moi je ne nie pas l'existence de cette pandémie, je ne nie pas son taux de mortalité sur les victimes du Covid. Je note que, par exemple, je n'ai pas les chiffres en France, mais que l'Institut national italien des statistiques a publié la semaine dernière une étude qui montre que si la mortalité a augmenté à cause du Covid sur les plus de 60 ans, elle a diminué de 8,5% en Italie en 2020 sur les moins de 50 ans. Et donc, en réalité, les chiffres sont choisis aussi, sont mis en scène pour nourrir des angoisses où là, la raison souvent serait nécessaire. Et ce qui me gêne... Mais dans quel but ? Alors, d'abord, je pense que l'humain aime à jouer à se faire peur. Deux, je pense que... Oui, mais là, vous parlez d'une organisation, en fait, d'une mise en scène, donc ça implique qu'il y a un dessin derrière. Je pense d'abord qu'il est plus facile de faire de l'audience en parlant des morts, en faisant peur, en fonctionnant sur la peur et en diffusant la peur, qu'en appelant à la raison. Et d'autre part, mais vous le savez, je pense en effet qu'il y a un pli qui a été pris en France, qu'on peut appeler l'épistocratie, le gouvernement des experts médicaux, qui ont fondé leur légitimité sur un grossissement de la peur. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a une stratégie d'utilisation de la peur chez un certain nombre de décideurs pour, d'une façon ou d'une autre, écorner de plus en plus nos libertés. Ça, j'en suis absolument convaincu, oui. Je pense qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui, les gens qui aiment la liberté ramènent les chiffres dans leurs proportions et quittent cette espèce d'irrationalité permanente dans laquelle nous sommes baignés. Aujourd'hui, l'appel à l'émotion, il n'est pas chez les Gaulois réfractaires, hein, il est chez les élites. Aujourd'hui, les élites gouvernent en utilisant l'émotion. Oui, je voudrais ajouter, Éric a parfaitement raison sur cette vision par le petit bout de la lorgnette des chiffres. On choisit en fait cette mise en scène des chiffres. Ils sont réels, hein. Il y a des morts du Covid et on ne doit pas... Donc il n'y a pas de mise en scène s'ils sont réels. Non, mais là où c'est terrible, c'est dans le climat anxiogène soutenu par le cirque politico-médiatique, c'est que derrière, il y a des chiffres qu'on n'a pas, c'est le taux de suicide par exemple. L'épidémie de suicide. C'est aussi l'épidémie, et là on a les chiffres de dépression chez les plus jeunes, mais aussi chez tout le monde. L'augmentation d'utilisation d'antidépresseurs. C'est toute cette épidémie psychologique qui suit en fait le traitement mortifère de l'info qu'on subit, et qui fait que là on se prépare une deuxième crise, au-delà de la crise économique qu'on prépare aussi. Donc ça fait beaucoup de crises créées par une première crise sanitaire qui n'a pas été gérée de manière sanitaire, mais uniquement de manière politique. Et là est le problème. On va passer au coup de gueule et au coup de cœur de Pierre. Oui, moi je suis un privilégié. Juliette, voilà. Je te remercie de m'avoir accepté l'idée d'avoir les deux. Allez-y, peut-être avec le coup de cœur. Le coup de cœur d'abord, d'accord, ok. Donc le coup de cœur, c'est, je viens de terminer l'ouvrage de Jean Birnbaum, un nouvel ouvrage qui vient de publier au Seuil, Le courage de la nuance. Et c'est un ouvrage qui me paraît être vraiment utile à lire en ce moment, parce que c'est vrai, moi-même je suis obsédé par cette question qui nous taraude tous en ce moment. On voit bien que la profession journalistique est totalement mise en cause dans cette période, que les politiques sont totalement décrédibilisés, et aujourd'hui, y compris la parole scientifique est elle-même menacée, puisqu'aujourd'hui, les Français ne croient de moins en moins justement dans scientifique. Et du coup, je me pose toujours cette question, quel est l'espace de débat qui est devant nous, qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des débats apaisés, sereins, où il y a justement possiblement, non pas des idéologies qui s'affrontent, mais une envie d'avancer et de faire du progrès et de discuter de manière sereine, sans confrontation permanente. Et donc, dans ce livre, il revient sur plein d'auteurs, il revient sur Hannah Arendt, il revient sur Barthes, il y a plein d'auteurs qui reviennent dans son propos, et surtout, je trouve que le terme de nuance, et même
la question du doute est utile, et je trouve que moi-même, je me mets dans le lot, souvent dans les débats qu'on peut faire ensemble. Parfois, le doute, il est absent, et je trouve que ça manque de doute, ça manque de nuances dans le débat en ce moment, et je pense que ce débat, d'ailleurs, sera sans doute placé sous le signe du doute. Absolument, du doute et absolument aucun doute. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de lire Jean Birnbaum, parce que d'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et il écrit très bien. Et voilà, ça fait du bien. On a besoin de nuances, et je suis le premier à me dire il faut que je sois plus souvent plus nuancé, que moi-même je me pose des propres questions. Je pense qu'il faut tous qu'on s'interroge dans cette période, et qu'il ne s'agit pas d'être totalement en désaccord pour être en désaccord, et d'être dans l'opposition pour être dans l'opposition. Mais ça vaut pour tout le monde, ça vaut aussi pour cette majorité qui souvent ne doute pas beaucoup. La nuance, c'est penser contre soi-même aussi. Oui, bien sûr. Qu'on a tendance à oublier, mais qui est extrêmement important dans notre profession. On a un petit peu de mal à l'oublier. Alors attendez, vous allez le faire au retour après les infos, comme ça vous aurez un peu plus de temps pour le faire. Et puis c'est vrai que c'est un sujet important. Donc on aura l'occasion de revenir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on commente l'actualité avec Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, secrétaire général de Territoire de Progrès, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, et votre dernier livre, enfin celui que vous avez coordonné, c'est Dessine-moi un pangolin au diable Vauvert. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et je rappelle qu'on vous retrouve tous les mercredis matins dans la matinale de Sud Radio pour l'édito politique. Un an après le premier confinement, va-t-on devoir reconfiner en Île-de-France? Retour à la case départ. On va revenir sur cette décision de certains musées, le Louvre, le musée Carnavalet, de renoncer aux chiffres romains et la prime Macron. Qu'en pensez-vous? Allez, votre coup de gueule, Pierre Jacquemin. Vous avez eu votre coup de cœur. Le coup de gueule, c'était pour une décision de justice absolument incroyable. En arrivant dans le métro, je lisais ce papier sur Mediapart qui a été écrit par Marine Turchi, qui explique que la justice vient de rendre une décision sur une femme qui avait demandé le divorce auprès de son époux, et qu'elle vient de perdre son procès pour une raison assez dingue qui est celui du devoir conjugal. Elle a donc été condamnée, ou en tout cas on lui a reconnu, on lui a contesté justement le divorce pour motif qu'elle n'aurait pas souhaité avoir des relations sexuelles avec son mari. Donc le motif, c'est le refus d'avoir des relations sexuelles avec son mari, et je trouve ça surréaliste. Vous avez reçu il y a peu de temps, il y a quelques minutes, Luc Frémiot qui faisait état justement du nombre de cas de violence conjugale pendant ce confinement. Et qui disait qu'il fallait porter plainte. Qui disait qu'il fallait porter plainte. Et voilà une femme qui non pas porte plainte, mais qui en plus a été victime de violences conjugales tout au long de sur la fin de son histoire avec cet époux-là. Et la justice qui a presque incorporé justement toute cette notion de viol, de culture du viol dans le couple. Et bon, heureusement que du coup, là, il y a une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme qui, j'espère, contredira la décision française, parce qu'elle est quand même assez dingue, cette histoire. Et donc voilà, donc coup de gueule total sur une décision qui est incompréhensible. Je voulais juste faire noter que cette nuit, il y a eu des émeutes urbaines à Blois. Toujours le même scénario, un jeune qui refuse d'obtempérer à un policier qui l'interpellait pour avoir brûlé un feu, et ça a dégénéré toute la nuit. Une maternelle a été en partie brûlée, un supermarché. Donc voilà, je pense qu'il faut le dire. Il faut dire que ce sont des situations hors de contrôle parfois, et que c'est de plus en plus souvent, ou en tout cas c'est toujours aussi fréquent, et on ne voit pas beaucoup d'amélioration. Je ne sais pas si vous voulez commenter. C'est hebdomadaire, si ce n'est quotidien, que ce soit les guet-apens pour les pompiers ou les forces de l'ordre, que ce soit on a parlé là des violences entre les bandes rivales. C'est pas neuf, c'est des phénomènes malheureusement vieux comme le monde, mais cette remise en scène, la violence est partout. Et je pense que justement cette année de confinement n'a pas aidé, parce que les activités sportives sont pas là, parce que il y a pas d'exutoire à la violence, et puis que je pense que la concurrence sur le marché de la drogue aussi ne doit pas aider. Non, mais je vois de sources proches du dossier, les deux blessés sont connus pour des faits de délinquance, celui de 18 ans pour 20 faits de droit commun, et celui de 15 ans pour 7 faits de droit commun. C'est toujours le même débat sur l'impunité. Petite nuance sur ce que vous avez dit, Valérie, parce que je crois, comme il y a eu quand même pas mal d'événements ces derniers temps et que ça a été beaucoup commenté, on a vu que les chiffres avaient été plutôt tendance à baisser, en tout cas les chiffres d'affrontements entre bandes avaient plutôt tendance à baisser ces dernières années, même si c'est en toute petite augmentation ce début d'année, sans doute pour partie liée à ce que vient d'expliquer Alexis sur le confinement, effectivement l'absence d'exutoire de bien des choses. Mais vous avez raison, Valérie, il y a deux choses. Il y a d'abord l'absence
l'absence de réponse politique à la hauteur et surtout l'absence de moyens de la justice. Alors le gouvernement se vante qu'ils ont augmenté de manière très considérable les budgets de la justice, mais on est quand même très très loin à l'échelle européenne des budgets sur la justice. Et puis il y a l'exécution des peines. Oui, c'est vrai, pas forcément la question de la prison, mais au moins une exécution de peine qui soit significative. Et ça, je pense que les juges aujourd'hui sont totalement désarçonnés parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre les peines et ils n'ont pas les moyens non plus de rendre les peines. Et ça, je pense que il y a le discours politique de ce gouvernement, mais il manque les actes. Et je pense que oui, il faut une réponse politique qui soit pas qu'une réponse pénale d'ailleurs aussi. Il y a une réponse aussi à apporter sur la question des moyens, parce que quand vous voyez les quartiers qui sont concernés, c'est des quartiers où il n'y a plus de service public, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'école. C'est vrai dans certains cas, mais j'entendais le maire de Reims, et ça m'a frappé, où il y a eu un jeune qui est mort, où il y a eu des violences urbaines également. Il disait c'est un quartier entièrement neuf, sur lequel on a mis un pognon de dingue. Tout a été réhabilité. Si vous mettez le même type de population qui n'ont pas d'emploi, qui sont précaires, c'est sur la mixité sociale que ça fonctionne. C'est tout l'enjeu, la mixité sociale des quartiers, la manière dont on construit, on pense l'architecture urbaine. Si on met les mêmes types de populations avec les mêmes problèmes qui sont démunis parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de service public, c'est un problème. Sauf que ce qu'il expliquait, c'est que les gens qui foutent le bordel, il n'y a pas d'autre mot, sont chassés des HLM justement, mais on est obligé de les reloger. Le droit au logement fait qu'on est obligé de les reloger et qui refoutent le bordel partout ailleurs. Xavier Iacovelli sur ce qui s'est passé à Blois et plus généralement sur ces délinquants qui sont condamnés 10, 15, 20 fois et qui se retrouvent à continuer parce qu'il n'y a pas de sanction. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Pierre Jacquemin sur la nécessité aussi d'avoir une vision globale. C'est pas seulement la réponse pénale. Et la réponse pénale, il y a, malgré, pour le coup, là je ne suis pas d'accord, mais il y a quand même une réponse qui est apportée notamment par le garde des Sceaux. Lorsqu'on a des peines, notamment sur la réforme pénale des mineurs, lorsqu'on a des peines qui étaient données 18 mois après, là l'objectif c'est d'avoir une peine qui soit donnée immédiatement, c'est-à-dire dans les 3 mois. Bien sûr. Il faut que les moyens soient là aussi. Hein. C'est ça. S'il n'y a pas les moyens humains, les magistrats sont démunis. Juste, Pierre Jacquemin, je ne vous ai pas interrompu, donc merci de me laisser finir ma phrase. Il y a effectivement une augmentation de 8% du budget de la justice, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans, y compris sur un gouvernement que vous aviez soutenu et que j'avais soutenu également, Monsieur Jacquemin. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité effectivement de donner plus de moyens à la justice. Et moi, travaillant sur la protection de l'enfance, il y a bien des moyens sur lesquels il faut aussi remettre du personnel, des greffiers notamment, sur la justice des enfants. Sur faire en sorte que les décisions des juges pour enfants soient appliquées. Et ça, c'est aussi les relations que nous avons avec les départements. Après, sur l'exécution des peines, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, l'exécution des peines sur les mineurs, c'est 85%. 85% des peines sont exécutées pour les mineurs. Alors, je ne dis pas que les peines qui sont données sont à la hauteur des enjeux, mais aujourd'hui, 85% des peines sont exécutées. Et par contre, il y a effectivement une augmentation importante des faits de délinquance de mineurs, peut-être un peu moins des bandes, mais des faits de délinquance des mineurs. On a vu une augmentation entre 2019 et 2020 de 21% de ces faits. Donc il y a une vraie problématique. Et là où je suis d'accord aussi avec Pierre Jacquemin, c'est qu'il faut qu'on ait aussi cette politique de la ville. C'est bien, on a refait les immeubles, on a reconstruit des immeubles à taille humaine pour casser ces tours et tout. D'accord, mais on a effectivement laissé aussi des populations identiques. Et donc c'est toute la question du peuplement, la question de la mixité sociale qui n'a pas été traitée pendant 40 ans de politique de la ville. C'est ça qu'il faut revoir à mon sens. Moi je crois aux logements sociaux dans le diffus et pas une concentration de pauvreté dans un certain nombre de quartiers. Mais ça passe aussi par une loi SRU. D'ailleurs, Emmanuel Vargon a réaffirmé sa volonté de maintenir la loi SRU et à la fois de la pérenniser et de la renforcer, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de communes ne jouent pas le jeu de la loi SRU, et donc tout est concentré sur celles qui jouent le jeu, parfois d'ailleurs de façon un peu plus électoraliste. Oui. Éric Vérag. Oui, moi, je ne ferai pas de raccourci aussi rapide sur l'identité qu'il y aurait, l'équation qu'il y aurait entre les problèmes de délinquance, et notamment délinquance juvénile, et la question des logements sociaux. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, une vraie question de mixité sociale dans les logements sociaux. Mais je suis effrayé lorsque j'entends dire que ça va se régler par une loi nouvelle, puisqu'en réalité, le sujet, pourquoi il n'y a pas, comme dit Iacovelli très justement, pourquoi il n'y a pas de mixité dans le diffus, c'est-à-dire pourquoi au sein d'un immeuble, on n'a pas
des appartements pour riches et des appartements pour pauvres, pour caricaturer la situation. Parce que aujourd'hui, aucun promoteur immobilier privé n'a envie et n'a les moyens de concurrencer le logement social qui est subventionné par l'État. Donc, quand vous êtes promoteur immobilier, vous devez assumer des coûts. Et aujourd'hui, vous avez un concurrent, dès lors qu'il s'agit de loger des familles défavorisées, qui s'appelle le logement social. Donc ça pose quand même une sacrée difficulté aujourd'hui, l'intervention publique dans le domaine du logement, puisque la principale cause de la perte de mixité sociale, c'est l'intervention de l'État et la facilité qu'il accorde aux organismes HLM de se financer sur les marchés, notamment avec le livret A. Facilité que n'ont pas les promoteurs immobiliers. Donc évidemment, aujourd'hui, on fait tout pour décourager les promoteurs privés de faire du logement social pour les plus défavorisés. Et après, on dit, ah ben tiens, on va faire une loi pour faire autrement. Sauf que le problème, c'est l'intervention de la loi. Et je crois qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas mis sur la table cette question de la concurrence déloyale des organismes HLM pour attirer à eux les populations défavorisées, il faudra arrêter de faire semblant de défendre la mixité sociale, puisque le dispositif institutionnel fait tout, est organisé pour lutter contre la mixité sociale. Bon, mais on se retrouve dans un tout petit instant, c'est l'heure de la pub, petite pause, et on va revenir sur les déclarations hier, ou les non-déclarations de Jean Castex hier. Je serais curieuse de voir l'audience qu'il a faite hier soir sur BFM, ça devrait tomber dans les minutes qui viennent. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Donc hier soir, le Premier ministre s'exprimait ou ne s'exprimait pas, c'est au choix si vous l'avez regardé. C'est notre consoeur Judith Weintraub qui résumait très bien. Donc la partie crise sanitaire est finie, donc je résume. 1 pour le confinement week-end Île-de-France, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. 2 pour les soins et les vaccins, la France fait au mieux. Et 3, les musées et restaurants seront ouverts quand ils ne seront plus fermés. Donc c'est un peu ce qu'on a ressenti hier en écoutant le Premier ministre marcher sur des œufs, dire qu'il ne savait pas, que peut-être que. Donc c'est fromage ou dessert, le fromage étant un confinement le week-end pour la région Île-de-France, le dessert toute la semaine confiné. Et puis cette espèce de supplice chinois de dire on va prendre des décisions, attention, on attend. Enfin, on a dépassé le seuil qui était celui qu'il avait fixé pour prendre une 400. décision. Oui, non mais toute la France Alexis maintenant Poulain a dépassé le seuil. Les départements qui étaient sous haute surveillance, c'est l'ensemble du territoire qui est sous haute surveillance, mais on invente des nouveaux concepts, des nouveaux mots pour dire que non, finalement, c'est pas parce qu'on a atteint le chiffre qu'on va quand même confiner. Et puis cocorico, la France n'a pas de vaccin, mais elle a son variant à Lannion, un variant breton qui rend les tests PCR négatifs. Alors là, on a quand même tout défoncé, les Français, bravo. Puis il est méchant. Il a appelé Monsieur et puis est arrivé Monsieur le variant. Et on connaissait Monsieur, Madame Sourire, ça Monsieur Costaud. Voilà, les Monsieur Madame, quoi. Monsieur Madame Premier ministre, les Monsieur Patate aussi, enfin tout ça. Je n'en peux plus de l'infantilisation du discours politique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, alors le sommet a été atteint quand on a entendu dire que oui, dans les jours qui viennent, il faudra prendre sans doute des décisions. Alors là, c'est scoop. On dit donc on va prendre des. Oui, super. Et il aurait fallu peut-être prendre des décisions depuis 1 an quand on savait que dans les bassins de population, il fallait plus de lits de réanimation. On pouvait le faire. On en a fermé. On a continué d'en fermer pendant cette pandémie. Il fallait peut-être aussi se mettre à former des soignants. Là, vous avez un burn-out, un taux de burn-out énorme chez les soignants qui n'en peuvent plus, qui pensent que leurs conditions de travail se sont encore dégradées. Et peu importe les promesses du Ségur, elles ne sont pas à la hauteur des attentes. Et puis sur la suite des opérations. On voit bien à quoi sert le commissariat au plan. François Bayrou est en train de plancher pour rapatrier la production de chips. Non mais, et il va faire un papier sur la démographie. Voilà les urgences du commissariat au plan de François Bayrou. Donc on nage en plein délire, c'est l'étrange défaite. C'est la déroute totale face à ce virus. On était en guerre, rappelez-vous, disait Emmanuel Macron. Et qu'on me balance pas qu'on peut pas utiliser l'armée, machin. Israël l'a fait pour la campagne de vaccination, etc. Donc on préfère Monsieur McKinsey, qui donne de très bons conseils très chers pour faire n'importe quoi depuis des mois. Ça commence à se voir. Alors, on a des déclarations. Vous devez en être reconnaissant, Emmanuel Macron, de ne pas avoir reconfiné quand même. Mais heureusement qu'il se bat politiquement pour pas reconfiner. Mais si c'est
enfin, si on n'a pas le choix, ouais. si c'est inéluctable, pourquoi ralentir, pourquoi faire 40 000 morts de plus si on pouvait les éviter en confinant dès janvier, comme le disait le Conseil sanitaire à l'époque. Il est là le problème. C'est qu'à un moment, je veux bien que Monsieur Macron, épidémiologiste en chef, ait des idées formidables, qu'il lise l'anglais, que soudain, comme Monsieur Jourdain, il se rende compte qu'il fait de la médecine sans le savoir, mais à un moment, il doit aussi écouter ceux qui savent et arrêter de prendre des décisions. Mais c'est pas vous qui fustigez le Conseil sanitaire il y a Non, pas tant que ça. Non, j'ai jamais trop fustigé le Conseil sanitaire. J'ai dit justement, c'est dans la même minute. Hein, même. Non, mais à un moment, c'est tout le problème de la chaîne décisionnaire. Ah oui. Comment une démocratie comme la France tient entre un Conseil de défense tenu au secret défense, un président embastillé à l'Élysée qui décide sur un coup de tête, et le reste finalement, une représentation nationale, Sénat comme l'Assemblée nationale, qui ne sert à rien dans cette affaire. Alors, on va donner la parole au sénateur qui ne sert à rien. Xavier Iacovelli, pardon, c'est ironique. Oui, allez-y. Non, mais on peut comparer nos indemnités et nos salaires si vous voulez, chers collègues. Vous seriez très étonné. Oui, vous aussi. Juste sur la question de la fermeture des lits, moi je suis pas du tout d'accord. Il y a des lits qui ont été fermés, mais pas des lits en réa. Donc il faut, enfin au bout d'un moment, vous parliez de la communication politique, médiatique et politique qui est anxiogène et tout. Ne dites pas non plus des contre-vérités. Il n'y a aucun lit de réanimation. Les lits ont fermé et les soignants sont en burn-out. Laissez-le terminer. Oui. Il n'y a eu aucun lit de réanimation qui a été fermé depuis le début de la crise. Il y en a même 800 qui ont été créés de façon pérenne et une capacité à doubler le nombre de lits de réa si il y a des déprogrammations comme c'est le cas actuellement. Ouais. Donc, me dites pas qu'il y a eu aujourd'hui des fermetures de lits de réa, ce qui n'est pas vrai. Il y a eu des fermetures de lits simples, mais pas de lits de réa. Donc merci de ne pas apporter la confusion. Après, effectivement, vous parliez de la communication. Mais moi, j'entendais tout à l'heure Pierre Jacquemin qui parlait du doute, de cette capacité à douter et de ne pas affirmer un certain nombre de choses. Hier, le Premier ministre a dit effectivement qu'il avait aussi des doutes, qu'il ne savait pas tout. Et effectivement, moi, je préfère avoir quelqu'un qui assume de ne pas savoir plutôt que de nous affirmer, comme vous pouvez le dire, Monsieur Poulain, là-dessus. Et il y a aujourd'hui un Conseil de défense avec effectivement un certain nombre d'experts qui vont pouvoir alimenter la prise de décision, et une décision in fine qui sera effectivement politique du président de la République. Mais c'est pas, pardon Xavier Iacovelli, c'est pas comme si depuis des mois, plusieurs semaines, les épidémiologistes alertaient et donnaient exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le 15 mars serait une date importante avec une hausse importante des cas. Et je précise, dans certaines régions, parce que des auditeurs nous disent en Occitanie, tout va bien. Mais vous avez raison, mais les modélisations par les experts et les épidémiologistes qui sont sortis au mois de janvier nous annonçaient 50 000 contaminations jour au 1er février. Oui. On en avait moins de 20 000. Donc vous voyez, et c'est aussi pour ça que le président a décidé de ne pas confiner. Et là où je rejoins M. Poulain, c'est que tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit le problème, c'est qu'on ne mesure pas aussi le taux de suicide, l'impact d'un confinement sur la population. Vous avez complètement raison. Mais pourquoi dire l'inverse maintenant ? Pourquoi est-ce que vous dénoncez maintenant que le président n'est pas confiné et qu'il laisse mourir des gens ? Au bout d'un moment, il faut juste être un peu cohérent, au moins. Non, mais moi, je veux bien être cohérent. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce sacrifice psychologique, cet état ? C'est qu'on ne sait pas, c'est que c'est brouillon, que c'est comme une salade de boulgour, on ne sait pas où on est. Mais vous êtes un devin, vous savez Non, on n'est pas aux affaires et on ne dirige pas, Xavier Iacovelli. Écoutez, sur les épidémiologistes, personne n'avait prévu l'arrivée des variants. C'est faux. Raoult en parlait en septembre en disant c'est normal qu'il y ait des variants, c'est comme ça qu'un virus il se passe. Arrêtez, là c'est vous qui faites de la fausse information. Nous proposer de la chloroquine pour guérir. Mais Xavier Iacovelli, pour revenir, cet exemple de cafouillage, il est sur l'intervention de Jean Castex dimanche soir, qui nous dit AstraZeneca, faut foncer, faut y aller. Et le lendemain, le gouvernement qui dit on arrête. Et hier soir, il nous redit il n'y a rien de mieux que l'AstraZeneca. Donc pourquoi il l'a suspendu ? C'est pas. Ça c'est l'Europe. Parce qu'il y a besoin. Écoutez, quand on a tous nos voisins qui suspendent pas les Belges. Quand les voisins ils confinaient, la France n'a pas confiné. Quand il y a une majorité, le confinement, c'est pas le même impact que de faire injecter un vaccin qui pourrait être principe de précaution à géométrie variable, quoi. Bon.
Non, mais les réponses, donc allez-y. Non, mais c'est pas la. Mais vous comprenez qu'à 24 heures d'intervalle, les Français soient perdus avec d'un côté le vaccin. Sûr, mais on est tous perdus dans cette situation. La réalité, c'est que on adapte par rapport. Enfin, franchement, on ne joue pas à la roulette russe avec la santé des Français. Donc effectivement, moi je préfère qu'on suspende pendant 3 jours et qu'on attende la décision définitive de l'EMA qui nous dise oui, vous pouvez continuer à vacciner avec AstraZeneca, plutôt que de continuer pendant 3 jours des vaccinations, en sachant qu'aujourd'hui on fait quand même 300 000 injections par jour. Moi je préfère effectivement qu'on reporte de 3 jours et qu'on puisse être sûr que l'AstraZeneca n'est pas un problème pour la population. Les gens, vous croyez que du jour au lendemain où l'Agence européenne du médicament va s'être prononcée, elle leur a dit qu'on peut continuer à vacciner, que les Français vont aller se vacciner. Je ne sais pas si vous avez des retours de médecins. Moi, j'ai des retours de médecins qui m'expliquent qu'ils ont les gens décommandent, en fait, les gens annulent leur rendez-vous pour la vaccination de l'AstraZeneca. C'est pas tant une question de critique. J'entends ce que vous dites et je trouve que l'équation est terrible. Et Alexis Poulain l'a dit. C'est vrai qu'il y a la question psychologique, la décision du confinement, de la vaccination. Tout ça est extrêmement compliqué. Donc ayons un peu de nuance, comme je le disais tout à l'heure, effectivement. Mais la question, c'est est-ce que ce gouvernement est prêt à faire face, justement, à ce que va devoir dire le gouvernement, justement, c'est-à-dire qu'après la décision de l'Agence européenne du médicament, quel est son plan de bataille pour, effectivement, convaincre les Français, convaincre la communauté enseignante, convaincre la communauté soignante aussi, d'aller se faire vacciner? Est-ce que la seule stratégie de ce gouvernement, c'est l'AstraZeneca? Est-ce qu'il a une autre stratégie qui consisterait à faire en sorte qu'on mette nos moyens de production pour, et surtout, de convaincre, justement, les industries pharmaceutiques de mettre les vaccins à disposition et les brevets à disposition pour qu'on puisse fabriquer ces brevets, nous aussi, en France? Est-ce qu'il y a tout ça derrière l'ambition du gouvernement? Je n'ai pas le sentiment de ça. Et c'est ça qui est problématique, c'est que ça fait 1 an que le gouvernement ne tient, en tout cas, en compte absolument aucune de ces erreurs passées. Arrêtez d'asséner. Non, pardon, mais je veux bien qu'on se trompe une fois. Je veux bien qu'on se trompe une fois. Je veux bien qu'on se trompe 2 fois. Mais une 3e fois aujourd'hui avec la vaccination, c'est quand même, à un moment donné, on peut se poser la question de la compétence et aussi de la vision de ce gouvernement sur ce qui est en train de nous arriver. Et je pense que ce moment que l'on vit qui est extrêmement angoissant, on ne nous rassure pas avec des déclarations. Agnès Pannier-Runacher, depuis le mois de juin, négocie avec les sites de production français en France pour pouvoir produire ces vaccins. Vous êtes au courant que la France s'est opposée au sein de l'OMC? La France s'est opposée. Laissez-le terminer. Mais après, je voudrais qu'Éric Vérac puisse parler aussi. Mais oui, d'accord, elle travaille. Il y a 7 sites de production en France qui vont pouvoir produire et qui commencent d'ailleurs à produire l'embouteillage des vaccins de Moderna, Pfizer, AstraZeneca et qui pourront également faire Sanofi à partir de septembre. On a Johnson qui vient d'être validé par l'EMA, qui va pouvoir arriver, ça a été annoncé par le laboratoire, en livraison à partir de mi-avril sur le territoire français. Donc effectivement, on n'a pas choisi un seul vaccin comme la Grande-Bretagne. On a eu une stratégie globale avec l'Europe pour avoir plusieurs vaccins. Et je crois qu'on en a 6 ou 7 qui ont été précommandés. Donc effectivement, on a cette stratégie globale et on attend d'autres vaccins. Donc la stratégie, elle a été définie depuis le mois de juin. Elle a été d'ailleurs présentée au Parlement à 2 reprises, au mois de décembre. Et donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas aujourd'hui de stratégie et qu'il n'y a pas un investissement, et notamment d'Agnès Pannier-Runacher, en sorte que la production soit sur le territoire français. Et moi, je note... Enfin, vous ne pouvez pas dire qu'on a été très bon. J'entendais ce matin que le Maroc avait vacciné 40% ou 50% de sa population. Il y a quand même un problème. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de problème avec la planification de la vaccination. Écoutez, moi je prends l'exemple d'Israël. Effectivement, Israël a vacciné majoritairement. Je ne vous parle pas d'Israël, je vous parle du Maroc. Je vous dis que je n'ai pas les chiffres du Maroc, donc je ne vous parle que de ce que je connais. Et en l'occurrence, Israël, effectivement, ça a été aussi contre donner les données sanitaires de ces patients. Donc effectivement, je pense que les Français n'auraient pas forcément apprécié que le gouvernement français vende c'est faux ce que vous dites. Alors, moi, il n'y a pas eu de... Non, mais on va marquer une pause. Mais ce que vous dites, Xavier Iacovelli, est faux. Israël n'a pas vendu les données de ces... Oui, elle les a données contre la mais des données anonymisées. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand vous donnez cet argument, qu'on a dit Monsieur Pierre Jacquemin, 53 ans,
marié, 4 enfants, etc. C'est pas du tout. Mais non, c'était une blague. C'est pas du tout ça. Quand on dit des données, c'est pas un argument très honnête. Mais on va y revenir. On marque une pause. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous parlons donc de l'intervention du Premier ministre hier, de cette préparation qu'il a faite hier à un reconfinement. On ne sait pas encore si ce sera, en tout cas en région Île-de-France, je le précise, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs en région Occitanie qui nous disent qu'effectivement, et ils ont raison, le taux d'incidence est assez faible dans cette région. Mais on parlait des cafouillages ou pas du gouvernement. On vous a pas entendu, Éric Vérac, dans ce débat qui était très, très, très animé. Oui, je pense qu'il faut remettre un peu de sérénité dans ce débat. Et de nuances. Et de nuances. Tout ça est déraisonnable. Alors, la nuance, c'est pas toujours mon fort. Et d'ailleurs, je ne compte pas forcément mettre de la nuance, parce que je n'ai pas regardé hier le Premier ministre, parce que j'étais dans un dîner. Vous savez que Paris est rempli de dîners. Clandestin ? Pas dans des restaurants privés, mais tout le monde dîne à Paris. Tout le monde sait qu'à Paris, on ne respecte plus le couvre-feu. Ah bon ? Peut-être vous, Valérie, mais j'ai même un doute. Non, je respecte. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas regardé le Premier ministre, mais je ne suis pas étonné de l'insatisfaction qui ressort de ces interventions, parce qu'il a quand même un style. Pour moi, c'est un instituteur de la Troisième République qui a fait l'ENA. Et il a été choisi pour ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'imagination, il aime bien donner des leçons, et finalement, il n'a pas énormément de flair en termes de communication. Et l'affaire AstraZeneca en est l'illustration, puisque en réalité, il continue à faire la promotion d'un vaccin, et il n'a pas pris le temps d'expliquer clairement pourquoi, à un moment donné, on met un arrêt. C'est pas lui qui l'a mis, c'est Emmanuel Macron qui a décidé lundi à 16h que c'était comme ça et pas autrement. Et on a un Premier ministre qui, en réalité, n'est pas réellement investi de la fonction de chef de l'exécutif. Le vrai chef de l'exécutif aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, et on voit bien que ce déséquilibre institutionnel... Vous découvrez le quinquennat. Comment ? Vous découvrez le quinquennat. Non, je pense juste que Édouard Philippe avait une capacité, probablement, à mieux tenir ou à mieux résister aux injonctions du président de la République. Et que Castex n'est pas en position politique de dire, mais si on fait comme ça, on va poser un problème à l'opinion. Et aujourd'hui, de mon point de vue, moi je suis parmi ceux qui ont toujours pesté contre le confinement, et je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'il fallait endosser le risque d'une hausse de la mortalité pour laisser les gens libres de vivre. Donc aujourd'hui, je ne me plains pas des arbitrages du président de la République, et je trouve qu'il a eu raison de repousser au maximum le confinement. Je trouve que c'est extrêmement mensonger de faire croire aux gens que le problème, c'est un manque de moyens des hôpitaux, car comme l'a dit le sénateur Iacovelli, en réalité, on a globalement augmenté les moyens en réanimation. Donc la difficulté, c'est qu'il y a un virus et qu'il faut apprendre à vivre avec. Ce qui me gêne, c'est que la communication politique du Premier ministre, elle ne soit pas à la hauteur de ce qu'il faut pour rassurer les Français et pour leur dire la situation est sous contrôle. Et notre difficulté, c'est évidemment qu'il y a là, aujourd'hui, dans la façon d'expliquer la politique, je n'ai pas entendu le Premier ministre dire on a perdu 8,5% de PIB l'an dernier, on en regagnera 5 parce qu'on ne confine pas. Cette explication simple, elle n'est pas donnée. Et c'est totalement fascinant. Et aujourd'hui, on n'explique pas aux gens que l'intérêt de ne pas confiner, c'est de limiter le chômage et de limiter l'appauvrissement du pays. Et je pense que ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas un Premier ministre capable de dire aux partenaires sociaux, on y viendra peut-être tout à l'heure, vous n'imaginez quand même pas, messieurs, qu'après avoir perdu 8,5% de PIB, on va s'en sortir sans effort et on va continuer à raser gratis, comme avant. Et à un moment donné, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas un Premier ministre qui prend une position claire en disant « c'est difficile, on ne sait pas tout et vous allez faire des efforts comme les autres ». Et ça, c'est perturbant. Et on voit bien que le discours de « on va raser gratis, rassurez-vous, tout va bien, on vous protège », il porte la France dans une situation de rupture. Et tout le monde le sent bien que nous sommes en train de décrocher par rapport aux autres pays industrialisés.
Si je veux apporter l'alliance, tout n'est pas la faute, évidemment, du gouvernement dans cette affaire. Je crois qu'il y a une déroute européenne, de l'Union européenne, à la fois dans la centrale d'achat qui a été défaillante, le fait de dire qu'on va acheter des vaccins. Alors, on est fiers parce qu'on peut acheter plein de potions différentes en disant, bah voilà, nous, on en a plus, donc c'est super, sauf qu'on n'a pas assez de doses. Donc, on a organisé la pénurie au sein de tous les partenaires européens. Et puis, en termes de stratégie, là encore, l'Union européenne est à l'arrêt. On a prévu 50 millions pour créer un incubateur de biotech. 50 millions, c'est ce que va mettre, alors 50 millions d'euros, et on apprend que l'Autriche va mettre, avec les Pays-Bas et Israël, 50 millions de dollars cette fois-ci, pour les vaccins du futur. Donc chacun est en train de tirer dans tous les sens, de partir de son côté. Von der Leyen à la Commission européenne, vous pouvez appeler 3615 von der Leyen, il n'y a plus personne. Et derrière, on nous dit que c'est génial. Thierry Breton est très fier de dire qu'à la fin de l'année, on va pouvoir produire 3 milliards de doses sur le territoire européen. À la fin de l'année. Donc c'est très bien de dire, mais on a juste 2 ans de retard. Bon, c'est pas grave, on l'a pas vu venir, le virus. Par contre, on veut nous vendre un passeport vert numérique vaccinal, alors que on va avoir je sais pas combien de pourcents de la population européenne vaccinée, si on y arrive, qui sera loin d'être la totalité. Donc on est en train de créer en plus des sous-catégories de citoyens européens avec ce passeport qui va empêcher les gens de voyager cet été. Non mais c'est délirant. Oui, mais ça c'est l'Europe. Enfin, oui, non mais justement, c'est pour ça que je dis à un moment, si le gouvernement pouvait aussi expliquer que oui, quand il choisit lundi d'arrêter AstraZeneca, c'est aussi parce que c'est l'Europe, parce que l'Allemagne décide d'arrêter, parce qu'il a fallu coordonner en disant sinon on aurait eu l'air bête. Et pourquoi pas, après tout, dire je vais pas faire comme les partenaires européens, je crois qu'on fait un peu des conneries en ce moment. Oui, c'est vrai, et en même temps c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de principe de précaution à géométrie variable, parce que quand l'ensemble des pays européens, peu après la deuxième vague, ont décidé justement de confiner leur territoire, comme c'est le cas actuellement en plus en Italie, la France ne l'a pas fait sur un principe qui était le principe de je fais le pari 2 d'ailleurs, c'est quand même assez c'était un pari d'Emmanuel Macron. À quelques milliers de morts. Peut-être ça lui donnera raison. Moi je lis aussi les épidémiologistes qui nous expliquent qu'on pense d'un côté que sur la question économique, chaque jour gagné de non-confinement c'est un jour gagné. Les épidémiologistes nous expliquent que c'est un jour de perdu. Donc je sais pas qui a raison, qui a tort, on verra sans doute sur la durée, mais force est de constater qu'aujourd'hui on est au pied du mur et que visiblement Emmanuel Macron et son Premier ministre nous préparent justement des mesures beaucoup plus restrictives qu'on va apprendre dans les jours qui viennent. Sur l'Europe, je pense que l'Europe a fait un pari. L'Europe n'a pas de compétences particulières sur la question sanitaire. Elle a essayé de mener un combat collectif entre les États pour pouvoir mener la guerre contre ce Covid. On a vu au début l'échec de cette coalition, puisque au début on s'est même battu entre pays pour avoir les masques. Chacun était au tarmac pour pouvoir récupérer les masques. C'est même la Chine qui est venue en aide sur les respirateurs en Italie. Donc il y a ce que devait être l'Europe dans un moment particulier, qui aurait dû être une Europe de solidarité. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'est pas franchement une réussite. 6% de la population européenne est vaccinée actuellement, contre 20% quasiment aux États-Unis, près de 40%, vous l'avez dit, au Maroc. Non, c'est moins, c'est 13%, mais c'est déjà. Mais bon, c'est déjà bien. Bref, 6% quand même dans l'Union européenne, c'est quand même assez peu. Donc ce qui aurait dû être effectivement une sortie par le haut, et sans doute d'ailleurs un espoir de ce que peut être l'Union européenne, est finalement un échec. Et il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est la somme de plusieurs États. Et on voit bien qu'aujourd'hui, y compris après cette démarche solidaire, on voit bien qu'aujourd'hui, sur la question vaccinale, alors qu'il y a une négociation à l'échelle européenne, chacun joue son propre jeu, chacun essaie de négocier de son côté, et que donc du coup, finalement, on a perdu du temps, quoi, et on continue de perdre du temps aujourd'hui. Xavier Iacovelli, là-dessus, sur effectivement l'échec de la coordination européenne. Écoutez, moi je pense au contraire que c'est pas un échec. On représente 4% de la population mondiale et on a 25% des doses qui ont été précommandées pour l'Europe. Donc si c'est ça l'échec de l'Europe, effectivement, je pense que on ne parle pas des mêmes choses. Vous êtes satisfait de la vaccination en France? J'ai plein de messages d'auditeurs qui disent ma mère a 94 ans, elle n'est pas vaccinée, mon père n'arrive pas à se faire vacciner. Je veux dire, vous ne pouvez pas être satisfait de la vaccination en France. Mais attendez, moi le jour où je serai satisfait, c'est quand on aura vacciner l'intégralité des Français qui le souhaitent. Non, mais vous mettez en touche par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Angleterre, par rapport à d'autres pays qui ont été beaucoup plus efficaces. L'Italie qui est en train de racheter des doses à Israël. Enfin, il y a quand même. L'Angleterre, effectivement, a fait, elle, le pari de n'avoir qu'AstraZeneca. Si demain l'EMA nous dit c'est vraiment trop dangereux, on sera peut-être bien content d'avoir
une multitude de vaccins. Aujourd'hui, effectivement, en France, on est à peu plus de 10,4% de première injection et 4,5%, je crois, de double injection. Donc, effectivement, c'est encore insatisfaisant. Il n'y a pas un seul vaccin qui est stocké. Aujourd'hui, dès qu'un vaccin arrive sur le territoire français, il est distribué dans les centres de vaccination, depuis lundi dans les pharmacies, auprès des médecins généralistes, les pompiers, les infirmiers. Vous savez combien elle a reçu de doses, ma pharmacienne ? Vous savez combien elle a reçu de doses, ma pharmacienne ? Elle a reçu un flacon. Elle a reçu un flacon pour une. Enfin, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Valérie ? C'est pas bien, il en faudrait 2 ? Bah oui. Moi aussi, dans un monde idéal, on aimerait que toutes les pharmacies puissent avoir le nombre pour vacciner l'intégralité de la population française. Mais dans un monde idéal. Non, mais et dans un monde idéal aussi, quand on dit que les enfants vont être testés des tests salivaires, j'entendais un maire qui disait on a 200 000 élèves à tester et on a 2000 tests salivaires. Et on a eu pareil énormément de messages d'enseignants qui nous ont dit on nous a annoncé à grand renfort de communication que ça y est, on allait tester les enfants. Les tests ne sont pas là. Oui, il y a 1 million par mois qui est prévu de tests pour les enfants, des tests salivaires. C'est prévu depuis février. Alors c'est des effets d'annonce alors. C'est compliqué. En fait, vous avez les questions et les réponses, c'est fantastique. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est normal je vous réponds, mais vous avez la réponse avant moi. Mais non, mais 2000 tests pour une commune, pour un endroit où il y a 200 000 élèves. Est-ce que vous savez combien de personnes ont reçu la deuxième injection d'AstraZeneca à l'époque où c'était bien ? Combien ? Non, je ne connais pas le montant, le nombre de personnes. 69 personnes. De quoi ? Très bien. Et donc 69 personnes ont reçu les 2 doses AstraZeneca. Sur les 1 500 000 qui ont reçu la première dose, seulement 69 ont reçu la deuxième. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a 12 semaines. Non, mais il y a entre 6 et 8 semaines, oui. Oui, entre 9 et 12. Oui, moi j'ai entendu entre 9 et 12. Donc on peut dire 9 et 12, oui. Donc ça fait 4 mois, 3 mois. Donc on verra en mai en fait. Allez, on va changer de sujet. Vous étiez un peu seul contre tous, Xavier Iacovelli, aujourd'hui. Moi j'étais sympa. Vous avez l'habitude, oui, non, il a été sympa. Pour une fois, Éric Vérag. Allez, on va parler de la disparition des chiffres romains dans les musées. Sujet important. Avec vous sur Sud Radio, un sujet très, très grave. Certains musées renoncent aux chiffres romains. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Écoutez. Ah, mort, Louis Croivet bâton. Ah, mort, Louis Croivet bâton. Ah, mort, Louis Croivet. Il sait pas lire Henri XVI, c'est les nazes. Voilà, Louis Croivet bâton, c'était les inconnus. Louis, croix, V, bâton. Croix, c'est 10, V, c'est 5 et 1. Le bâton, c'est 1. Et donc, pour viser un public plus large, le musée Carnavalet et le Louvre privilégient de plus en plus les chiffres arabes. Pour la prochaine ouverture donc, du musée Carnavalet, le roi Soleil a été rebaptisé Louis XIV, 1-4, et le XVIe siècle, 1-6. Parce que les chiffres romains, explique Noémie Giard, qui est chef du service des musées, des publics et du musée Carnavalet, ces chiffres romains peuvent être un obstacle à la compréhension. Alors, est-ce que c'est un nivellement par le bas ? Est-ce que ça vous semble bien ? Attendez, oui, il y a un micro qui n'est pas ouvert. Et il marche ? Oui, il marche. Allez-y. Louis XIV en chiffres arabes, ils veulent que Éric Zemmour fasse un accident vasculaire cérébral ou quoi ? Ça s'appelle comme ça. Les chiffres. Moi, je propose qu'on mette en place une commission citoyenne consultative. Oui, je pense aussi. Non, mais ça a interpellé pas mal ça a suscité pas mal de réactions. Je ne sais pas si c'est du nivellement par le bas. En revanche, si on peut toujours faciliter l'accès à une information à tous les publics sans enlever l'autre partie qui est le parti historique, traditionnel ou que sais-je, je ne sais pas quel est le terme à utiliser. Je pense que les deux peuvent être conciliables. Je ne vois pas pourquoi enlever pour mettre à la place un autre. Je pense que les deux sont totalement compréhensibles si de la même manière, je fais un parallèle un peu absurde peut-être, mais dans les régions de France où il y a des dialectes que les gens ne parlent pas forcément, vous voyez sur les panneaux de direction, les panneaux de ville, etc., il y a 2 langues différentes. On peut imaginer qu'il y a 2 types de chiffres différents pour que les uns et les autres puissent associer justement le Louis XV je sais pas quoi et le Louis XIV. Ça me paraît pas incompatible et ça me paraîtrait plus... Mais ça veut dire qu'on n'apprend plus les chiffres romains à l'école. Oui. Est-ce que c'est le cas ? Oui, forcément encore à l'école. Xavier Iacovelli ? J'ai pas l'impression d'être complètement vieux et moi j'ai appris les chiffres romains à l'école, donc je pense qu'on les apprend encore et moi je trouve que c'est complètement hallucinant si on revient sur ça, qui fait partie de notre héritage. Donc il faut maintenir... je ne comprends pas que les musées puissent revenir sur cet affichage. Ouais. Ça me fait penser un peu à l'écriture inclusive, si vous voulez, mais...
Je fais le raccourci peut-être, mais... Parce que Éric Ferrag. Je prends, c'est un sujet. Il y a deux lectures de cette affaire. Il y a une lecture qui peut être de dire que la culture moyenne change de nature et qu'aujourd'hui les gens en moyenne savent des choses que la génération précédente ne savait pas, et inversement, et les chiffres romains font partie de ce que c'est plus. Une autre lecture, c'est qu'il y a quand même un effondrement de la culture, du niveau moyen de culture dans ce pays. Et je vais le prendre de façon, par le petit bout de la lorgnette, et de façon expérimentale. Moi qui ai recruté pas mal de jeunes salariés niveau ingénieur pour mon entreprise, j'ai quand même été fasciné. Souvent, je pose une question lors de l'entretien de recrutement qui est « Citez-moi le nom des présidents de la Ve République ». Je n'ai jamais eu un seul candidat qui connaissait le nom de tous les présidents de la Ve République. Et généralement, ceux qui arrivaient à remonter à Jacques Chirac, c'était déjà des héros. Alors François Mitterrand... Et il faut avoir conscience qu'il y a un sujet d'acquisition des connaissances en France et que la génération qui arrive, elle est très largement sous-cultivée par rapport au niveau d'exigence qui est. Quels sont les indicateurs pour le dire ? Eric, quels sont tes indicateurs pour le dire ? Mes indicateurs fondamentaux, c'est que moi, aujourd'hui, si je veux recruter des gens au niveau au moins Bac+3 qui ne font pas de faute d'orthographe, je les recrute dans des lycées catholiques africains. Parce que le bachelier moyen en France est incapable de faire une phrase sans faute. Et ça, c'est un indicateur. Et c'est pas un indicateur avec des études de l'OCDE très compliquées. À micro-échelle, quoi. En réalité, le problème de la réalité, mon cher ami, c'est qu'elle est micro. Et je crois que la grande erreur, c'est de penser qu'on peut faire des politiques avec une vision macro. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a dans le niveau moyen de la main-d'œuvre en France, des jeunes diplômés qui arrivent, une baisse fondamentale de la culture générale par rapport à ce qu'elle a pu être à une époque. Ça ne signifie pas qu'on a de mauvais techniciens, par exemple en informatique. Moi, je recrute beaucoup d'informaticiens. On a des gens qui savent faire des algorithmes, ce que la génération précédente ne savait pas. Maintenant, il faut arrêter de faire de la démagogie en expliquant en permanence que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que l'éducation nationale fait bien son boulot. Non, l'éducation nationale ne fait pas son boulot. Et aujourd'hui, un patron qui veut recruter des salariés de qualité, il ne les recrute plus en France parce que le niveau est devenu mauvais. Alors, on peut se mettre des œillères en disant tout ça, c'est un discours patronal. Le problème, c'est que si on délocalise massivement dans ce pays, c'est parce que l'éducation nationale ne forme plus des diplômés de qualité. Est-ce que vous iriez aussi loin, Pierre Jacquemin? J'ai des réactions. Une auditrice me dit, c'est comme dans le bouquin du code de la route, le stationnement unilatéral est devenu côté pair et impair. Je vais vous faire une confidence qui va vous faire sourire, mais c'est pas grave. Moi, je viens d'un milieu très populaire et je me souviens, en lisant le thème qui est abordé aujourd'hui, je me souviens d'un moment à l'école, je sais plus si c'était CM1, CM2, devoir dire effectivement Yves au lieu de... Enfin, je savais pas lire ces chiffres. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti depuis. Je l'ai appris, on nous a éduqués, j'ai eu des enseignants. Je vais vous même dire plus. Je me souviens à la fac, de ma fac de Limoges, devoir lire un truc en cours, je me souviens, et il y avait écrit rue ULM. Pour moi, c'était rue ULM. Et tout le monde s'était moqué de moi en mode, non, en fait, ça s'appelle la rue de Jules, mais c'est très connu parce que c'est une très grande école. Bon, c'est des choses, il faut avoir la naïveté. Mais vous l'avez appris. Oui, mais ça s'apprend, mais je veux dire, il faut pas penser que l'éducation nationale ne sert à rien. Elle est là pour faire apprendre aux jeunes des choses qu'ils ne savent pas de là d'où ils partent. Et pardon, mais j'en veux bien entendre ce discours où c'était mieux avant. On apprenait plus les mathématiques, on apprenait plus la littérature, on apprenait plus les lettres, etc. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, notamment, ont un savoir qui est quand même bien plus important que le nôtre. Et la culture des jeunes d'aujourd'hui est sans doute bien plus importante que la culture que vous pouvez avoir. Ils ont accès à tout. Toutes les informations arrivent en permanence. Peut-être ils lisent moins bien, peut-être ils lisent différemment. Mais surtout, ils lisent pas moins bien, ils lisent différemment. Ils apprennent des choses différentes que nous, on a pu apprendre par ailleurs. Vous avez remarqué quand même, là, juste où je rejoins Éric, et c'est aussi ce que me dit une auditrice, c'est que vous avez remarqué que les services clients, parfois, ils ne comprennent pas ce que vous leur dites. C'est-à-dire que les gens sont dans la
la compréhension, ou dans un restaurant, parfois, les serveurs ne comprennent pas. Enfin, il y a un problème de compréhension. Donc là, on est loin même des chiffres romains. C'est-à-dire que dans l'apprentissage, il y a un problème de raisonnement. Non, mais il y a un problème de maîtrise de la langue, d'appauvrissement du langage. Enfin, c'est dans 1984. Hein. Plus on va aller à l'essence, et plus, moins on aura de mots, plus c'est facile, en fait, d'être dans la violence, quoi, et d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions, ou même ses pensées philosophiques et politiques. Donc c'est grave, parce que ça veut dire qu'il y a derrière l'appauvrissement de la langue, un appauvrissement de la pensée. Après, il ne faut pas confondre culture populaire, la pop culture, etc., que les jeunes vont avoir, hein, ils vont connaître plein de trucs, et la culture classique. Et je pense que la culture classique, c'est l'histoire, c'est aussi, d'une certaine façon, la construction d'une identité. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire confiance à la pédagogie. Dans les musées, on doit être en capacité de faire de la pédagogie sur les chiffres romains et les chiffres... Mais il faut aussi garder une certaine exigence vis-à-vis des jeunes, en disant, tu ne vas pas t'en sortir parce que tu as la culture... Je ne crois pas qu'il y ait une baisse de cette exigence-là, je crois. Malheureusement, je crains que oui. C'est de la démagogie que de dire, c'est vraiment se la raconter, d'expliquer qu'il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que l'éducation nationale, c'est 55 milliards par an qu'on consomme, qu'on dépense pour permettre à tous les milieux, aux enfants de tous les milieux, d'accéder à ce qu'Alexis appelle la culture classique. Et aujourd'hui, il est évident que le compte n'y est pas. Oui. Et que ces 55 milliards sont largement gaspillés pour faire du gardiennage, de la surveillance, et certainement pas de l'éducation. Et de ce point de vue, il y a un problème collectif, y compris celui de l'engagement des enseignants dans leur métier, qui doit être posé, parce que j'ai travaillé à l'Éducation nationale, j'ai été témoin de scènes hallucinantes, où il est évident que beaucoup d'enseignants, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'enseignants ont oublié qu'ils étaient au service de l'éducation. Et pensent souvent que l'éducation est à leur service. Eric, c'est un petit peu dur ce que vous dites. Écoutez, mais... un jour on les racontera, je vous assure. On a Christina qui nous dit on a réduit les heures d'enseignement basique et transformé les apprentissages qui deviennent complexes pour les enfants. Eric est d'accord avec vous, il dit bravo pour les Africains. Moi-même, même si je n'y comprends pas toujours grand-chose, je regarde les chaînes africaines, ils ont un niveau de vocabulaire nettement plus élevé que le nôtre. Josette nous dit ce sont les programmes qui ne vont pas, même les profs le disent, mais ils n'ont pas le choix. Donc oui, ils font aussi parfois ce qu'ils peuvent, les profs avec ce qu'ils ont et avec les programmes. Juste pour dire que le Louvre, en fait, a décidé d'utiliser les chiffres romains quand même pour les rois. Donc pour les dates, ça va devenir 16e siècle, ce sera 1,6, mais pour les rois, on va rester à Louis X bâton V pour expliquer un petit peu les choses. Je suis comme Xavier Iacovelli, je trouve ça un petit peu dommage, mais peut-être qu'on est vieux, réac et facho, mais vous aussi, Pierre, non? Non, je pense pas ça du tout. Je suis sous le signe de la nuance dans ce débat. Voilà, du coup, vous l'aviez annoncé dès le départ. Je ne crois pas qu'il y a pas de vérité absolue. Je pense en revanche, effectivement, que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles et que donc la question de la pédagogie doit primer et qu'il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main la question des chiffres romains et que donc elle peut être encore enseignée, elle peut être encore apprise, elle peut être encore vue. Ouais. Et je pense que tous les jeunes qui découvrent ce truc, ils doivent pouvoir être accompagnés et on doit pouvoir leur apprendre les choses. Et je ne crois pas que l'Éducation nationale ait abandonné sa mission de pédagogie. C'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué au moins d'aller jusqu'à Louis XVI. Après, bon, oui, je reconnais qu'il faut... Mais lisez Astérix. Dans Astérix, il y avait une forme d'enseignement. Ça, hein. Merci à tous les quatre d'avoir été là à ce débat nuancé, j'espère. Merci à vous, Xavier Iacovelli, d'avoir tenté des explications dans un débat un peu animé parfois. Et on se retrouve, nous, demain. Très bonne journée sur Sud Radio.